a ouvert les portes à un monde qui est sain, qui est coloré, qui est éthique, qui est moral et qui est bien meilleur que l'autre. Ce matin, on va parler véganisme. Le véganisme est un mouvement qui a fait sa place en Israël ces dernières années. On en parle de plus en plus. D'ailleurs, des nombreux restaurants offrent à la carte des plats véganes. C'est apparemment une vraie révolution. Et pour en parler ce matin, je reçois le docteur Nadia Ellis, surnommé récemment par Yediot Ahronot le gourou vegan, qui anime en ce moment une série sur la chaîne Arutz HaOchel, une émission populaire sur la cuisine végane qui a été tournée en Italie, son pays d'origine. Alors, Boker Tov Nadia. Boker Tov, Michael. Alors, vous êtes donc israélo-italienne. J'ai dit que vous étiez docteur. On va peut-être en parler parce que vous n'êtes pas docteur en cuisine, mais en sciences politiques. Et, en analyse du discours. En analyse du discours, d'accord. Donc, je vais faire attention à tout ce que je dis. Tout à fait. Là, donc cette émission sur le véganisme, on va en dire quelques mots. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le véganisme et est-ce que j'utilise le bon terme déjà ? Oui. Enfin, je sais qu'en français, ils font la différence entre vegan, végétalien. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, à la base, il y a cette philosophie de vie qui estime que notre place dans ce monde n'est pas celle de faire souffrir des autres. Donc, je crois que c'est aussi une philosophie qui rejoint pas mal celle du judaïsme. Et donc, on essaye de ne rien consommer qui est d'origine animale, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi dans les vêtements ou dans tout ce qu'on utilise, en fait, au jour le jour. Voilà, donc on se nourrit de produits végétaux. Et on évite tout ce qui est d'origine animale, que ce soit la viande, le lait, les produits laitiers, le miel, les œufs, mais aussi voilà, la soie, le cuir et tout ce qui est la laine, tout ce qui est d'origine animale en fait, étant donné que malheureusement, il n'y a pas de produit animal qui soit produit sans souffrance. C'est une jolie manière de voir le monde que de croire que cela est possible, mais ce n'est pas possible. Et aucun produit animal n'est produit sans souffrance, hélas. Alors, Nadia, on n'est pas végane, c'est un mouvement relativement récent. Vous-même, comment vous êtes passée à cette philosophie de la vie ? Alors, moi, je suis devenue végane en 2014, il y a 6 ans, effectivement. J'étais déjà bien adulte, j'avais 34 ans. C'était en regardant en fait une émission populaire ici en Israël qui s'appelle le Ach HaGadol. Je crois que c'est le correspondant du Loft en France. C'était l'époque d'une des opérations militaires d'Israël, Tzuk Eitan, et c'était une émission très populaire cet été-là. Et une des participantes était une activiste végane très connue en Israël qui s'appelle Tal Gilboa, qui était particulièrement désagréable, particulièrement irritante. Et elle n'arrêtait pas de raconter les conditions de l'industrie alimentaire et je trouvais que ce qu'elle racontait c'était absolument impossible. Je voulais pas croire que dans le monde, mais surtout en Israël, on traite de cette manière franchement inconcevable les animaux. Donc j'étais très pressée de montrer à moi-même et de démontrer aussi aux autres que cette femme avait sûrement tort. Et j'ai donc commencé à rechercher le sujet. C'était un vase de... Je ne sais pas comment on dit en français, une boîte de Pandore et un vase, un des deux. En tout cas, une boîte de Pandore. C'était un... Vous êtes rentré dedans, dans le véganisme, à fond. Exactement. Enfin, un sujet immense. Et malheureusement, j'ai appris qu'en Israël, l'industrie non seulement n'était pas meilleure que dans les autres pays, mais voire pire dans certains domaines. Que c'est un enfer sur Terre. Et la décision a été vite prise. Je ne m'estime pas assez importante pour causer autant de souffrance autour de moi pour mon propre plaisir. Alors Nadia, est-ce que vous êtes prosélyte ? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez convaincre les gens est-ce que vous voulez transformer la société ou convaincre autour de vous ? Quelle est votre manière de voir ? Bien sûr. De la même manière où je suppose nous sommes tous... bien prêt à faire comprendre aux autres que toute forme de discrimination ou de violence est mauvaise sur les êtres humains et donc nous n'accepterions pas un voisin qui batte sa femme ou un autre qui est antisémite, voire violent sur les minorités.
de cette même manière, je ne vois pas pourquoi on serait prêt à accepter la violence sur ceux qui sont les plus faibles finalement et qui n'ont même pas de voix pour s'exprimer, donc les animaux. Et donc bien sûr que j'aimerais voir un changement dans la société et je fais tout ce que je peux pour tout ce qui est dans mon pouvoir. Et évidemment, je ne suis qu'une personne, mais tout ce que je peux pour amener un changement. Alors, on voit, je sais que vous organisez des repas chez vous. Les gens peuvent s'inscrire, venir goûter votre cuisine. Parce que Nadia, on ne l'a pas dit, vous êtes chef Nadia. Et dans cette émission et dans d'autres émissions à la télé, on voit de plus en plus souvent alors, les plats. Et j'ai eu la chance de regarder des épisodes de cette série tournée en Italie. On voit des plats qui ont l'air vraiment très bons. Est-ce qu'on retrouve les mêmes goûts? Est-ce qu'on retrouve les goûts de la viande, du poisson? Je sais que vous avez parlé à un moment de recréer le goût de la mer avec des algues. Est-ce que c'est vraiment le goût des poissons? Est-ce qu'on peut vraiment retrouver quelqu'un qui a l'air très éloigné du vegan? Beaucoup de gens ont l'air de dire oui, mais c'est pas bon. Est-ce que vous arrivez à les convaincre que c'est bon et qu'on peut retrouver les goûts classiques, je dirais? Waouh! Alors, déjà, la réponse est oui, absolument. On peut retrouver les goûts de son enfance. Moi, je suis spécialisée dans la cuisine italienne, bien évidemment, étant donné que j'ai grandi en Italie. C'est une cuisine qui a beaucoup de fromage, de crème et tout ça à l'intérieur. Et j'ai recréé ces goûts à tel point que la plupart des gens qui viennent à mes dîners, déjà d'une part, ne sont pas véganes et d'autre part, ne peuvent pas croire au fait que ce soit un plat sans fromage ou en tout cas dont les fromages ne sont pas d'origine animale. On peut recréer franchement la plupart des goûts et des saveurs. Il y en a certains qui sont encore un peu difficiles à recréer. Et de toute façon, la technologie viendra à notre aide de ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui essayent de recréer ce qu'on appelle aujourd'hui la viande de laboratoire, mais ça changera parce que l'appellation est très mauvaise. Une viande qui est de la vraie viande, donc ce sera du poisson, de la viande, du lait, enfin en tout cas une technologie qui permet à partir d'une cellule animale de recréer tout le produit sans qu'un animal soit tué pour cela ou qu'il ait souffert. Donc à un moment, et là on parle dans une décennie à peu près, on aura tous ces produits sur le marché, donc il ne faudra même pas essayer de reproduire les goûts parce que ce sera vraiment le même produit, juste sans souffrance animale derrière. Aujourd'hui, si on veut recréer les saveurs, on peut le faire tranquillement avec des produits très naturels, très sains, très bons. Bon, il faut apprendre, mais il faut apprendre aussi à cuisiner non vegan. Donc, la seule différence, c'est changer d'habitude, changer d'ingrédients. Mais au final, si on sait bien cuisiner, on sait bien cuisiner vegan aussi. C'est juste que les gens ont l'habitude à bien manger. Et puis, s'ils mangent mal, je veux dire, s'ils ont un repas qu'ils trouvent pas bon et que ce repas n'est pas vegan, ils vont pas dire qu'il était pas bon parce qu'il n'était pas vegan. Au contraire, s'ils goûtent une fois quelque chose de vegan qu'ils n'ont pas aimé, ils vont dire c'était pas bon parce que c'est vegan. Donc là, c'est juste des préjugés contre le véganisme. Mais bon, on peut dépasser ça aussi. Tout est dans la tête. Alors, il y a des choses donc, qui n'ont pas qui posent pas problème au véganisme. Le vin, par exemple. Si. Ah oui. Bien sûr, les vins aussi peuvent être pas véganes. Au contraire, justement, l'épisode 5 de la série, il est entièrement consacré à la production de vin et j'explique pourquoi certains vins ne sont pas véganes et par ailleurs peuvent être pas cachers aussi pour la même raison. Et on utilise des produits animaux pour filtrer les vins pour pouvoir accélérer la production, en fait, le processus de clarification du vin, on appelle ça. Et du coup, on utilise des produits d'origine animale, ce qui font que les vins ne sont pas véganes. Alors justement, pour continuer ma question, j'allais dire, en dehors du vin, qu'il y a d'autres raisons qui autorisent ou pas un vin à être cachère. On a l'impression que le vegan, tout est cachère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai tort? Est-ce que tout ce qui est vegan est automatiquement cachère? Oui et non. Globalement, la réponse est oui. Alors effectivement, le vin, ça pose problème et tout ce qui est dérivé du vin, donc le vinaigre. Donc ça, c'est un des produits qui pourrait ne pas être cachère. Et puis il y a aussi la manière dont on nettoie, c'est, je sais pas, les choux, les brocolis, tout ça. Il y a des gens qui mangent cachère qui insistent
à nettoyer ça de manière Oui, de vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'insectes, justement. Alors, est-ce que justement, Oui, exactement. est-ce que quand on est vegan, on fait aussi attention à ça? Oui, ils font attention à nettoyer, mais ils vont pas aller avec une loupe comme certains juifs orthodoxes le font. Non pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est quelque part excessif. On fait de son mieux. Voilà. Donc peut-être que certains juifs très orthodoxes vont trouver que les légumes n'ont pas été traités comme il faut, mais sinon à la base, c'est sûr que les ingrédients sont cachers, sauf le vin. Nadia, est-ce que là, vous organisez des dîners chez vous? Je suppose qu'en ce moment, non, à cause du corona. Est-ce que vous avez envisagé d'ouvrir un restaurant vegan, bien entendu? Oui, mais non, parce que en Israël, c'est un métier très ingrat où on a beaucoup de mal à gagner comme il faut et que mon ambition, c'est de convaincre vraiment beaucoup de gens et donc d'atteindre un public très large. Et un restaurant, je crois que c'est un peu limité. Donc, mes ambitions sont plus grandes que ça. Plus grande. Ben, on attend de voir. Alors justement, d'autres ambitions, vous êtes présenté à une liste municipale à mairie de Tel Aviv sur une liste végane. Est-ce que le véganisme, c'est un combat politique? Ça passe par la politique? Aussi, bien sûr. Bon, ça, c'était il y a quelques années. Bien évidemment, malheureusement, la plupart des pratiques, voire toutes les pratiques, qui sont absolument horribles et qui font partie de l'industrie alimentaire sont légales. Donc, une manière de se battre contre l'industrie aujourd'hui, c'est de la boycotter. Ça, c'est évidemment le concept même du véganisme, c'est ne plus acheter ces genres de produits de manière à ce que la demande descende et que l'offre change. Mais il y a aussi une partie du combat qui passe par le politique. Donc, si on rend illégal certaines pratiques, bah, évidemment que cela va changer, l'industrie va changer et peut-être un jour voir disparaître. Ça, c'est sûrement le but. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on pourrait éventuellement avoir une industrie éthique si les animaux pouvaient se balader libres dans les champs, manger de l'herbe du matin au soir. C'est une vision pastorale très belle, absolument impossible, utopique. Ça n'existe pas, ça ne peut pas marcher sur une planète de 9 milliards de personnes. Ça ne peut pas marcher avec une économie comme la nôtre et avec les prix qu'on cherche dans le supermarché. Donc, la solution ne viendra pas d'une industrie éthique. Une industrie qui se base sur la mort de quelqu'un d'autre ne peut pas être éthique. Est-ce qu'on peut parler de sacrifice? C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile au début? Vous avez dit en 6 ans, vous êtes passé de carnivore et avec vos origines italiennes, je suppose qu'il y a pas mal de choses auxquelles vous avez dû renoncer. Est-ce que c'est un sacrifice ou est-ce que finalement, la vie est belle aujourd'hui? Il n'y a rien qui vous manque? La vie est magnifique. D'abord, c'est le meilleur choix que j'ai pris dans ma vie. Ça, c'est vraiment, je n'ai pas le moindre doute et ça a été un choix magnifique dont je suis très heureuse. Maintenant, c'est sûr qu'au début, c'est un peu difficile parce qu'il faut changer d'habitude. Tout ce qui est changement est difficile pour l'être humain. Donc, les véganes aussi ont du mal au début. Mais c'est plus parce qu'on change d'habitude et que voilà, il faut réapprendre à cuisiner, il faut réapprendre à choisir ce qu'on mange. Quelque part, ça rappelle un peu aussi le style de vie des personnes qui mangent cachère parce que faut recommencer à regarder les ingrédients, à ne pas tout acheter quand on nous offre quelque chose chez des amis, etc. Donc évidemment, c'est une forme de renonciation au début. Très rapidement, on se sent tellement bien physiquement, on se sent tellement bien avec sa propre conscience, on se rend compte qu'on est sorti d'un système qui est tellement mauvais, méchant, cruel et en plus absolument impossible à gérer, même d'un point de vue de l'écologie. Et je rentre même pas du côté santé, parce que évidemment, ça aussi, c'est un autre des bénéfices de cette alimentation. Que voilà, ça passe très vite. L'idée d'avoir renoncé à quelque chose passe très vite et on se rend compte en fait qu'on a ouvert les portes à un monde qui est sain, qui est coloré, qui est éthique, qui est moral et qui est bien meilleur que l'autre. Donc voilà, rénonciation assez courte finalement.
Eh bien, merci beaucoup Nadia pour ces explications. Ça donne envie aussi de venir passer un dîner vegan chez vous. Et j'espère que la crise du corona va bientôt se terminer pour que vous puissiez de nouveau inviter des gens autour de votre table. Merci Nadia. Moi aussi. Merci. Merci à vous.